Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information en français sur la Chine sur Mandarin TV. Voici les titres de l'actualité. Covid-19, la Chine se joint au dispositif COVAX, l'initiative mondiale de l'accès aux vaccins de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Le premier code civil chinois a été adopté, il doit entrer en vigueur le 1er janvier 2021. Dans certains comtés chinois, les agents publics sont interdits d'alcool. Passion et environnement, quand la Chine et la Lozère convergent vers une mode durable. Et pour finir ce journal, nous nous rendrons dans la région autonome ouïghour du Xinjiang à la découverte des grottes bouddhiques les plus anciennes connues en Chine, les grottes des 1000 Bouddhas de Kizil. Nous irons à la rencontre d'une femme qui se consacre à la copie des fresques et à l'étude de la culture Tiaozhi. La Chine a annoncé vendredi qu'elle se joignait formellement au dispositif d'accès mondial à un vaccin contre la Covid-19 mis en place par l'Organisation mondiale de la santé, devenant la plus importante économie mondiale à soutenir l'initiative baptisée COVAX. Actuellement, la pandémie de Covid-19 reste une grave menace à la sécurité et à la santé du peuple dans tous les pays. La Chine continue de veiller à ce que les pays en développement aient un accès égal à des vaccins appropriés, sûrs et efficaces. La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Hua Chunying, a déclaré vendredi que Beijing avait rejoint l'initiative connue sous le nom de COVAX. À cette fin, la Chine s'engage à développer les vaccins et à les déployer comme un bien public mondial qui sera fourni en priorité aux pays en développement. C'est une étape importante que la Chine a franchie pour défendre le concept d'une communauté partagée de la santé pour tous et pour honorer son engagement à faire des vaccins Covid-19 un bien public mondial, a ajouté Hua sur Twitter. Beijing avait initialement manqué la date limite pour rejoindre l'initiative COVAX, co-dirigée par l'Organisation mondiale de la santé, Gavi, l'Alliance des vaccins et la Coalition pour la préparation aux épidémies et les innovations. L'alliance de 156 pays a pour objectif de fournir des vaccins Covid-19 à 3% de la population la plus à risque de chaque pays participant en partageant les coûts de recherche et de distribution entre les pays développés et en développement. À terme, l'initiative vise à donner un vaccin à 20% de la population la plus vulnérable de chaque pays. Lors de la présentation de l'accord en septembre, le directeur de l'OMS a déclaré que le programme garantirait des vaccins pour certaines personnes dans tous les pays et pas toutes les personnes dans certains pays. Rejoindre COVAX est également un coup de pouce pour l'image de la Chine. L'Empire du Milieu a été critiqué pour les retards dans sa réponse au virus qui est apparu à Wuhan, mais a réussi ensuite, avec des mesures fortes, à endiguer la pandémie. La décision de Beijing souligne également sa rivalité avec les États-Unis qui ont déclaré qu'ils ne rejoindraient pas l'alliance. La Chine a maintenu une communication étroite avec le COVAX, avec une attitude positive à l'écart de son adhésion, a indiqué Madame Hua. Notons que même si la Chine est en tête du monde avec plusieurs vaccins à des phases avancées de recherche et développement et avec une grande capacité de production, elle a tout de même décidé de se joindre au COVAX. Avec 4 candidats vaccins Covid-19 en cours d'essai clinique, la Chine fait partie des pionniers de la course mondiale à la guérison du virus qui a tué plus d'1 million de personnes. Les autorités sanitaires ont déclaré qu'un vaccin pourrait être prêt dès novembre ou décembre. Déjà, des dizaines de milliers d'employés d'entreprises publiques chinoises, du personnel envoyé à l'étranger, des responsables de la santé et des gens de l'industrie aéronautique ont reçu des vaccins expérimentaux. La Chine continuera de collaborer avec les partenaires du COVAX et d'apporter sa contribution à la lutte mondiale contre la pandémie afin de sauvegarder la sécurité et la santé de tous les êtres humains. Le premier code civil de la République populaire de Chine est né. Si ce n'est pas un grand bouleversement des principales règles du droit chinois qui déterminent le statut des personnes, comme celui des biens et des relations entre les personnes privées, c'est une véritable révolution dans le domaine de la justice chinoise. C'est aussi une innovation majeure car ce code civil était attendu depuis la création de la République populaire de Chine en 1949. Lors de la 3e session de la 13e Assemblée populaire nationale, la plus haute législature de la Chine, les parlementaires chinois ont voté le 28 mai 2020 en faveur du premier code civil. Malgré 6 décennies de discussions, 4 tentatives infructueuses et des amendements, aucune version finale n'avait abouti pour diverses raisons, dont l'oscillation sur les questions de l'ouverture et du protectionnisme.
10 consultations sur Internet ont recueilli les opinions des citoyens. Le cœur du Code civil est de donner la primauté au peuple et de placer l'être humain au premier plan devant les biens. En 1986, la Chine avait adopté les principes généraux du droit civil. Dès 2014, des lois actualisées formaient un socle juridique cohérent, mais ni codifié ni homogène. En 2017, la partie générale est adoptée, mais il fallait relier en un seul document les textes législatifs. Avec 1260 articles, le Code civil inclut 7 livres, partie générale, droit réel, contrat, droit de la personne, mariage et famille, succession et responsabilité civile. Pour la première fois, tous les Chinois seront soumis à une loi identique. C'est une encyclopédie de la vie sociale. Il favorise la protection des droits civils au moment où la Chine édifie une société de moyenne aisance, une meilleure gouvernance et un état de droit. Première loi en Chine à porter le titre de code, il établit les principes relatifs aux activités, au respect de la loi et aux relations civiles. Il reflète la volonté du peuple, ses droits et intérêts. Face au big data, il protégera la vie privée et la confidentialité des informations privées et personnelles. En effet, le Code civil aborde pour la première fois la notion de données privées en interdisant à une entreprise et au gouvernement d'accéder à ces informations sans un consentement préalable. Pour pallier au divorce impulsif, 30 jours seront nécessaires pour pouvoir divorcer, couvrant les champs de la vie, des droits d'exploitation des terres, aux règles sur les transactions commerciales, en passant par le jet des détritus ou la protection de la propriété virtuelle. Le nouveau Code civil chinois, très commenté sur les réseaux sociaux, va améliorer la gouvernance chinoise. Il est très attendu par les juristes, les cabinets d'avocats et la population. Peu de pays ont des textes dans leur Code civil dédiés à la protection des droits de la personne. Ce succès devrait faire la fierté du président Xi Jinping. Même si son contenu n'est pas révolutionnaire, le Code civil chinois devrait mieux répondre aux souhaits du peuple chinois. L'autorité suprême chargée des impôts chinoise a indiqué que les réductions d'impôts et de frais du pays avaient atteint 1880 milliards de yuan, environ 234 milliards d'euros, au cours des 8 premiers mois de cette année. Sur ce montant, les mesures préférentielles d'impôts et de frais dévoilées en 2020 pour soutenir le développement économique et contenir l'épidémie de Covid-19 ont permis d'économiser au total 1170 milliards de yuan d'après l'administration nationale des affaires fiscales. Les 706,2 milliards de yuan d'impôts et de frais restants ont été réduits grâce à la mise en œuvre à une plus grande échelle des politiques de réduction d'impôts et de frais lancées l'année dernière. Ces politiques ont stimulé la vitalité du marché et obtenu des résultats notables, a déclaré Cai Zili, responsable de l'administration. Au cours de la période, environ 92% des plus de 50 millions de petits contribuables dans le pays ont été exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée, tandis que pour les 8% restants, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée a été réduit de 3 à 1%, a indiqué M. Cai, ajoutant que la taxe a été exemptée dans le Hubei, la province qui a été durement touchée par la Covid-19. En juillet et en août, le nombre de nouvelles entités de marché qui traitent des affaires liées à l'impôt a respectivement augmenté de 15,9% et de 21,2% sur un an, contre une croissance de 7,1% enregistrée au cours du deuxième trimestre. Pendant ce temps, ces mesures ont réduit le coût de la main-d'œuvre des entreprises et assuré la stabilité de l'emploi. Depuis le début de l'épidémie, la Chine a mis en place une série de mesures de réduction d'impôts et de frais afin d'alléger les charges qui pèsent sur les entités du marché. Les services fiscaux connaissent également une amélioration, tandis que les entreprises contribuables peuvent actuellement traiter plus de 90% des affaires liées à l'impôt en ligne, d'après l'administration. Certains comtés chinois ont récemment publié des décrets interdisant aux employés du service public de consommer de l'alcool même après leur journée de travail. Une atteinte à la vie privée dénoncée sur les réseaux sociaux. Il est interdit aux employés du service public de boire de l'alcool les jours ouvrables, même après le travail. Qu'en pensez-vous ? Demande le quotidien du Sichuan le 8 octobre sur son compte WeChat, le plus populaire des réseaux sociaux chinois. Récemment, le comté de Qincheng, dans la province du Gansu, dans le nord du pays, a publié un décret informant de l'interdiction pour les employés du service public de consommer de l'alcool. Ce document stipule l'interdiction de toute consommation d'alcool dans le cadre de leurs activités officielles ou privées, sauf dans des situations particulières et en ayant une autorisation. Des internautes chinois ont fait part de leur surprise quant à l'interdiction de consommer de l'alcool en dehors des périodes de travail.
Comme il est précisé dans l'avis, l'interdiction est en effet valable que les employés soient en service, en vacances ou en dehors de leurs 8 heures de travail. Ce n'est pourtant pas la première fois qu'un tel décret est mis en place en Chine. Le comté de Minyuan dans le Qinghai et le comté de Huangshan dans la province du Guangzhou ont également publié un avis similaire. La ville de Nanyang dans le Henan, dans le centre du pays, a ainsi décidé qu'aucun alcool n'est autorisé 24 heures sur 24 les jours ouvrables et que les salariés du service public peuvent être soumis à tout moment à des contrôles. À Nankin, capitale du Jiangsu, c'est la préfecture de police qui a demandé à ses agents de respecter le décret d'interdiction de consommation d'alcool. Il est interdit de boire de l'alcool les jours ouvrables, sauf circonstances particulières, mariage, funérailles et avec une autorisation du service concerné. Sur les réseaux sociaux chinois, les réactions sont nombreuses. Des moqueries, mais aussi de nombreuses critiques envers les autorités accusées d'abuser de leur pouvoir et de porter atteinte à la vie privée. La marque chinoise iCycle, spécialiste du vêtement durable haut de gamme, a invité dans ses locaux parisiens Julien Teufry, cet entrepreneur de Lozère à la tête de la plus ancienne fabrique de jeans française. Une rencontre autour d'une communauté de valeurs, loin des préjugés sur le Made in. La pandémie de Covid-19 a au moins cette vertu. Elle abat les frontières, bouscule les préjugés et pousse à l'engagement, y compris dans le monde de la mode, réputé pour ses paillettes et sa légèreté. Le besoin en urgence de masques, au printemps dernier, a non seulement rendu un peu de leur fierté à quelques-uns des bastions du textile français, malmenés par la vague de délocalisation des années 80, mais ce virus a aussi permis à des créateurs et artisans d'Orient et d'Occident qui ne se seraient jamais rencontrés de se retrouver autour d'une communauté de valeurs. C'est ainsi qu'à l'occasion de la Fashion Week a eu lieu début octobre, à 2 pas des Champs-Élysées, dans le Triangle d'Or parisien, un événement peu commun. iCycle, le pionnier de la soft fashion chinoise, avait invité dans son vaisseau amiral flambant neuf de l'avenue Georges V, Julien Teufry, cet entrepreneur trentenaire, désormais à la tête de la plus ancienne fabrique de jeans française, à venir parler de ses initiatives en faveur de la préservation de l'homme et de la nature. En quête de notoriété et de nouveaux fournisseurs en Europe, l'entreprise chinoise s'intéresse à la success story lozérienne. Le jeune ingénieur converti en chantre du textile Made in France déclare que si mon arrière-grand-père, créateur de ces jeans pour les ouvriers du chemin de fer qui reliait Alès à Florac en Lozère, avait pu imaginer qu'un de ses descendants serait un jour dans le Triangle d'Or parisien, présenté comme l'une des vedettes de la mode future, il se serait bien marré. Entre le milieu d'Écossaise, où les ateliers Teufry puisent leur identité et les matières comme le chanvre et la laine, appelés à diminuer l'usage du coton trop gourmand en eau, et l'empire du milieu injustement réputé insensible à la préservation de l'homme et de la nature, les préjugés s'effacent peu à peu. Des créateurs jusque-là restés dans l'ombre, comme à Shanghai, le couple fondateur de la marque iCycle, Tao Xiaoma et Ye Shunzeng y contribuent. Ils acceptent aujourd'hui d'ouvrir leurs usines à la presse internationale, mise sur la transparence et l'éthique sur l'étiquette des vêtements, parce que les consommateurs et la jeunesse en particulier le réclament et qu'ils sont fiers de ce versant méconnu du Made in China. Créée il y a 24 ans, leur entreprise a d'emblée misé sur des matières naturelles semblables à celles que l'on portait jadis dans les campagnes chinoises avant le bleu Mao. Ye Shunzhen se souvient des moqueries que suscitaient ses croquis d'étudiants mettant en scène de grandes jupes en laine et des chemises en lin. Elles font aujourd'hui la fortune des quelques 200 boutiques de la marque en Chine et à Paris. Entre l'entrepreneur de Shanghai et celui de Florac en Lozère, la stratégie pour porter ses valeurs de la mode durable n'est pas la même. L'un s'appuie sur un pont dressé entre le luxe à la française et le savoir-faire de Paris, capitale de la mode, pour porter haut les valeurs d'un textile chinois multimillénaire. L'autre parie sur un plafond de croissance, modèle vertueux duplicable pour préserver les hommes et la nature, produire moins mais mieux ou essaimer les valeurs de la soft fashion à travers le monde. En attendant, les journées dans les ateliers Teufry en Lozère démarrent comme dans les usines iCycle de Shanghai avec des séances de gym. Et les dirigeants des deux entreprises se battent tout autant pour trouver ou conserver une main-d'œuvre et un savoir-faire artisanal en voie de disparition. Une rencontre artistique atypique. L'une est marocaine, l'autre chinoise, et elles ont dû, durant des mois, partager le même espace de vie, tenter de communiquer, se comprendre, se supporter et supporter cette conjoncture qui les a réunies sous le même toit, elles qui viennent de deux univers complètement différents, l'un à l'opposé de l'autre. Amal El Atrache, artiste peintre, comédienne, scénariste qui a élu depuis quelques semaines domicile à Tanger, une ville du nord-ouest du Maroc.
et Yiling, styliste, designer, artiste peintre, en vacances dans le nord du pays. Deux créatrices coincées dans un espace clos, de ces situations où l'être se perd dans les méandres d'une conjoncture trop rude aux retrouvailles entre deux inconnus qui se découvrent, se rapprochent et deviennent âmes sœurs grâce à l'art et à la création. Des œuvres qui sont exposées depuis samedi dans la galerie de Dar Shams Kasbah à Tanger. Amal El Atrache et Yiling se sont retrouvées prisonnières du petit village de Medjouna, situé entre la forêt et l'océan Atlantique. Un voyage initialement d'une quinzaine de jours qui se transforme en un séjour de plus de 7 mois et qui a donné naissance à une exposition inédite, mais aussi à un partage de vie tout simplement. Deux tempéraments différents, deux modes de vie différents. 7 mois durant lesquels les deux femmes ont chacune vagué à leurs occupations. Entre castings digitaux au Maroc et gestion de magasins en Chine, nos deux créatrices ont pu faire de cette vie à deux une session d'apprentissage sur l'autre, mais aussi de création. Aquarelle, encre de Chine, papier et un univers en perspective. Li Ying, qui a évolué depuis son enfance dans un univers dessiné par l'encre de Chine, une pratique qu'elle tient de son grand-père, légendaire calligraphe chinois, a su s'inspirer de ce firmament de nuances et l'utiliser dans ses designs et collections de mode. Quant à Amal, c'est l'aquarelle qui habite son cœur et sa pensée. Celles et ceux qui la connaissent l'ont rarement vue sans son carnet de dessin et sa minuscule boîte de couleurs. Ce geste qu'elle a, spontané de vouloir tout dessiner, retranscrire à sa manière sur ce papier précieux qui ne la quitte jamais. Ces deux femmes avaient tout pour être différentes, mais à bien y réfléchir, elles sont toutes les deux animées, hantées par cet inconditionnel amour de la création et de la poésie qui en résulte. Confinement forcé, cette infatigable muse. Enfermer une artiste, c'est l'étouffer, le jeter dans un gouffre noir et le priver de la lumière, sa lumière, mais c'est également le pousser à puiser dans cet imaginaire qu'elle ne laissait pas parler auparavant. C'est ce que Amal et Yi ont décidé de faire. Au lieu de terrer leur créativité et lui faire subir le poids de l'isolement, de ce confinement sont nées des œuvres qui racontent plusieurs histoires, plusieurs vies, des moments de grande solitude, mais aussi d'escapades dans les remparts de Tanger, à El Jadida, à Azmour et bien d'autres destinations. Yiling, communion entre ciel et terre, Yi travaille rapidement. Les gestes précis ou jetés se succèdent dans la même dynamique que le yoga ou la méditation qu'elle pratique 3 fois par jour. Toujours en harmonie avec le thème traité, le trait vif capte le mouvement d'une silhouette, le pli d'un vêtement, saisit la rondeur d'un chat au repos ou se décompose en une succession de touches pour donner vie à une forêt. Elle semble comme emportée par une écriture automatique qui l'emmène immédiatement à la prochaine page. 3 coups de pinceau lui suffisent pour rendre le mouvement d'un personnage, d'un animal, d'un arbre ou d'une fleur, comme pour ne pas intervenir trop profondément dans la vie des autres selon les préceptes bouddhistes. Elle trace son trait mais aussi son chemin vers une autre courbe, un autre moment de vie à immortaliser sans pour autant la brusquer. Amar El Atrache, nuance sentimentale, elle aime sa solitude, aime s'y perdre pour pouvoir décrire des parcelles de vie. Amar El Atrache aime donner des noms et des couleurs aux sentiments. Fascinée par la beauté et la grâce de Yi, Amal s'est laissée porter par la poésie de ses œuvres. Le hasard et l'utilisation de double pages ont déterminé le format panoramique de ses portraits. Un seul format, un seul modèle pour toujours capter l'émotion de la rencontre, le spontané de l'attitude pour partir à la conquête du cadre avec le modèle, avec pour gourmandise la pose de la couleur en éclat. Pour finir ce journal, direction les grottes aux 1000 Bouddhas de Kizil, construites au IIIe siècle après Jésus-Christ. Zaoliya vit à Kizil depuis près de 20 ans et elle se consacre à la copie de fresques et à l'étude de la culture Chossi. Zao ne se limite pas à la copie traditionnelle sur papier, elle utilise les mêmes pigments que ceux employés à l'origine, les fabriquant à partir de sable, de terre, d'herbes de blé. Pour faire une escapade dans le temps, Olivier s'est lui-même essayé à la peinture rupestre aux côtés de Zaoliya. Un reportage signé CGTN. De Kizil, appelées également les grottes des 1000 Bouddhas. Elles sont datées du IIIe siècle, ce qui en fait les grottes les plus anciennes en Chine. À cette époque, dans cette contrée, existait le royaume de Chuzhe, dont ces grottes sont un vestige inestimable.
Je viens rencontrer Zhao Liya, qui est une artiste qui reproduit à l'identique les fresques des grottes de Kizil. Bonjour, ni hao, Liya. 是的，你好，很高兴见到您。 Oliver. Oliver， Qu'est-ce que vous faites? 我在那个临摹咱们这个秋瓷的这个壁画，就是这幅，这个咱们黑色菱形阁里面有一个故事。这个故事呢，讲的就是有500个商人，他们经过一个大峡谷，里面特别的黑，然后这个萨博他就把手上缠上那个布，浇上那个酥油，点着，然后带着这些商人走出了这片大峡谷。 Vous peignez sur quel support? Ça a l'air assez particulier, ça ressemble pas à une toile normale. 这个是用咱们就地取材的沙呀、土呀做的草泥层。 Et alors, vous pouvez me montrer où vous récupérez la terre? C'est particulier quand même. 如果您愿意的话，然后我带您，咱们一起去做一个。 D'accord, allons-y. Ok, on va poser ça. Allez, je vous suis. 这是咱们那个做那个泥板的第一步。这个土跟一般土不一样，你看啊，它是咱们这下了雨以后，从那个山上用那个流水冲刷下来完以后，沉淀在这里面的，就泥质比较细。 咱们下面就开始画画吧，在这个做好的泥皮板上。 C'est fait à base de quoi? Parce que c'est pas chimique ça. Je crois comprendre. Qu'est-ce que c'est? 这个颜料呢，就是用了咱们这种矿物颜料，你看它有颗粒。咱们今天就用这个蓝颜色先画，因为这是咱们秋瓷特色的最主要的一个代表的因素，就是咱们这个青金石的颜料，它的产地在阿富汗，文献上有记载，价钱可以跟黄金相比较。 Et voilà. 哇，画完了， C'est pas trop mal. 非常棒，特别好。 Vous faites beaucoup mieux. Les compliments de la maîtresse artistique. Et c'est déjà la fin de votre journal. Merci de votre fidélité. Et pour continuer à suivre l'actualité, retrouvez toutes nos vidéos sur mandarintv.fr. Excellente journée ou excellente soirée sur Mandarin TV.